Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Bonjour Caroline, bienvenue. Raphaël Fall, malheureusement, qui devait intervenir aujourd'hui, a un souci d'ordinateur et ne pourra apparemment pas participer. Mais toutes les questions qui lui seront adressées lui seront transmises par Caroline ou moi. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Nous restons à votre disposition pour vous accompagner pendant ce webinaire. À toi, Caroline. Merci Redlaure. Quelques mots qu'aurait dû prononcer Raphaël déjà pour vous présenter le groupe Efalia et son offre. Efalia, c'est une entreprise, c'est une PME avec quand même un petit peu d'assises, donc 100 collaborateurs, plus de 2000 clients et environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une entreprise qui existe depuis 35 ans et qui a fait ses débuts dans l'archivage physique intelligent avant de se mettre à la dématérialisation. C'est aussi une entreprise qui investit sur l'avenir avec 20% du chiffre d'affaires consacré à la recherche et au développement. Efalia est éditeur et intégrateur d'un ensemble de solutions logicielles autour du processus documentaire au sens large. Des solutions d'éditique, donc de production en masse de documents de qualité avec une bonne gestion de la mise en page, etc. Des solutions de BPM, donc de gestion des processus plus ou moins complexes dans l'organisation. Des solutions bien sûr de gestion électronique de documents, donc la capture, le traitement du document, la gestion de son cycle de vie jusqu'à l'archivage. Des solutions de signature, de signature fiabilisée via parapheur électronique, et puis une solution de gestion de la relation client ou citoyen ou usager à travers notamment à travers un portail proposé aux usagers. C'est donc ce portail qui fait le sujet de notre présentation aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Donc, il s'agit d'une application à deux faces, en quelque sorte, une interface usagée exposée sur Internet, dont l'utilité, qui permet à la collectivité de proposer à l'usager de faire ses démarches en ligne, et puis une interface d'instruction, donc un back-office, qui n'est pas forcément exposé sur Internet, mais sur le réseau interne de la collectivité, et qui permet aux agents de la collectivité de prendre connaissance des demandes, de les enregistrer, de les instruire, mais également, si nécessaire, de gérer d'autres canaux, par exemple d'enregistrer également le courrier papier. L'ensemble permet de suivre la démarche, de proposer des démarches et de les suivre depuis leur dépôt jusqu'à la clôture de leur traitement. Citizen, c'est une solution qui a quelques années déjà d'antériorité sur ces procédures de gestion de téléservices pour les collectivités. Donc, il existe des formulaires déjà prêts, livrables en quelque sorte sous forme de package aux nouveaux clients, et il existe également la possibilité bien évidemment de construire des nouveaux formulaires de façon relativement simple pour les adapter à chaque organisation. Donc Citizen, c'est aussi donc en arrière-plan de ce téléservice un paramétrage de base, on va dire du back-office. Donc de la même façon qu'on a un lot de formulaires disponibles immédiatement pour le front office, eh bien on va avoir un paramétrage un peu standard qu'on peut mettre en place assez facilement et rapidement en back-office pour les collectivités qui souhaitent démarrer rapidement. Ce back-office offre des fonctionnalités complémentaires, donc si nécessaire, en plus du dépôt et de l'instruction des démarches, de gestion de rendez-vous, par exemple, ou bien de constitution de factures qui peuvent être, d'exploitation de factures pour les proposer en ligne à l'usager afin qu'il puisse les payer sur le portail.
Alors, je vais passer à une rapide démonstration de cet outil. Alors, si j'arrive à changer d'écran sans que ça soit trop acrobatique, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors, donc on l'a dit, Citizen c'est un front office, donc un portail pour les usagers et un back office pour les instructeurs. Donc s'agissant d'une démonstration, je vous présente ici une interface qui est dépouillée au sens où tout ce que vous voyez là est géré en administration fonctionnelle par le client. Bien évidemment, on n'a jamais rubrique 1, rubrique 2 sur l'accueil, mais ça va toujours être des rubriques correspondant par exemple à des compétences du type état civil, gestion des déchets, etc. Pour illustrer, la ville de Poitiers, par exemple, propose des démarches qui sont regroupées de cette façon-là, donc état civil, jeunesse, culture, entreprise, mobilier, voilà, en fonction de. Donc ça, c'est entièrement à la main de la collectivité. Pour illustrer également, ces rubriques de démarche peuvent être illustrées par la collectivité de pictogrammes ou bien de photos à sa convenance en fonction de ce qu'elle veut exprimer sur ces différentes rubriques. Là, il s'agit du portail du ministère de la Culture et non pas d'une collectivité. Donc, sur mon portail nu en quelque sorte, je vais me connecter avec un nouvel usager. Donc l'usager, il a la possibilité de se connecter avec son compte France Connect ou bien de se créer un compte. Je vais peut-être, pour aller plus vite en fait, je vais me connecter avec un compte existant. Donc mon usager se reconnecte avec un compte existant là en l'occurrence. Donc par rapport à tout à l'heure quand il n'était pas connecté, il récupère un ensemble de fonctionnalités de gestion du compte qui sont tout à fait classiques, qui lui permettent de gérer son mot de passe, consulter ses dernières connexions, etc. Il récupère également le même affichage de la liste des démarches auxquelles il peut accéder. Et puis, il va récupérer par contre un certain nombre d'informations sur l'état de ces démarches qui, elles, sont personnalisées et donc inaccessibles quand l'usager n'est pas connecté, ne s'est pas identifié. Par rapport à l'accès aux différentes démarches, donc on va présenter sur l'accueil un nombre forcément limité de démarches, à moins qu'on veuille forcer l'usager à scroller pendant un quart d'heure si on a beaucoup de démarches. Par contre, au sein de chaque rubrique, s'il y a d'autres démarches à publier, on va, comme c'est le cas par exemple donc au ministère de la Culture, on va proposer les premières démarches et puis ajouter un lien pour renvoyer sur la totalité des démarches de la rubrique, dans laquelle il peut y avoir plus de 3 ou 4 démarches, en tout cas plus qu'il ne serait confortable d'afficher sur l'accueil. Alors, mon usager va donc déposer une démarche. Alors, je vais, pour les besoins de la démonstration, utiliser une démarche tout à fait artificielle, simplement pour montrer en fait que l'outil est assez plastique en quelque sorte pour qu'on fasse assez largement, pour couvrir largement les besoins qu'on va pouvoir avoir en termes de justement création de formulaires. Donc quand mon usager clique sur sa démarche, donc il a un intitulé de démarche qui est bien entendu défini au moment où on construit la démarche. Il va avoir un petit éditorial géré par la collectivité. Il va avoir également, si nécessaire, on va avoir la possibilité de lui mettre à disposition un certain nombre de ressources, donc des PDF des PDF ou autre chose d'ailleurs, qui va pouvoir télécharger, typiquement une notice. Et puis éventuellement un bloc aussi d'avertissement sur les engagements que prend l'usager en soumettant sa démarche ou autre. Ce qu'on va également proposer à l'usager, c'est le cas échéant de choisir un bénéficiaire. Alors la notion de bénéficiaire, l'idée c'est de gérer la relation de l'usager avec d'autres personnes, notamment pour que ces personnes
au nom desquels l'usager dépose des démarches puissent également être je ne vais pas dire gérés, mais puissent également faire l'objet de démarches de la part d'autres personnes. C'est-à-dire que là, j'ai un enfant qui s'appelle par exemple Mathieu Lévi-Strauss. Cet enfant, il a une mère vraisemblablement, et ce que je souhaite, c'est que à la fois Claude Lévi-Strauss, mais également Madame Lévi-Strauss puissent faire des démarches pour Mathieu Lévi-Strauss. Donc, on a une logique de création des différents bénéficiaires de démarches, de façon à permettre de prendre en compte en fait les relations entre ces différentes personnes. Et si je peux visualiser en fait les différentes relations qu'a l'usager avec des tiers. Donc ici Mathieu et Laurent, mais également on lui a permis également de créer des relations avec des organismes pour déposer des relations pour leur compte. Et depuis le compte de l'usager, je peux consulter la fiche en l'occurrence de Mathieu, et constater voilà que Mathieu, il a deux parents, donc Claude Lévi-Strauss et Caroline Taon. J'ai la possibilité éventuellement d'ajouter une relation, c'est-à-dire d'ajouter, bon là c'est pas très pertinent, il aurait 3 parents, mais quand j'ai créé mon enfant, j'ai la possibilité éventuellement de lui ajouter un deuxième parent, et si ce deuxième parent n'existe pas déjà, un compte lui sera créé. En aucun cas, je n'ai accès donc j'ai créé la fiche de la personne, mais en aucun cas je n'ai accès aux démarches qu'elle va déposer pour son propre compte à elle. Je n'accède qu'aux démarches qui sont déposées pour notre enfant commun en l'occurrence. Alors, si je retourne à ma démarche, donc cette démarche, elle a été publiée, en fait, elle a été poussée sur le portail spécifiquement pour des personnes qui disposent d'un lien avec un enfant. Donc, je dois choisir parmi mes enfants, et si je n'avais pas d'enfant, je ne pourrais pas lancer cette démarche. Donc, je lance la démarche pour, par exemple, Mathieu. Alors, je vais peut-être plutôt la lancer pour l'autre, parce que j'ai l'impression que j'en ai déjà pas mal pour Mathieu. Alors, je lance la démarche pour Laurent. Pour montrer un petit peu, là aussi c'est un peu artificiel, mais pour montrer comment fonctionne une démarche. Donc une démarche, c'est une succession d'étapes. À chaque étape, on enregistre, on continue, et quand on enregistre une étape, on crée un brouillon qui est conservé par défaut, qui est conservé pendant 2 mois. Ce qui veut dire que mon usager, il peut récupérer des brouillons de démarches précédentes, les rouvrir. Il va les rouvrir à l'endroit où il en était. Les démarches précédemment, les étapes précédemment renseignées, il n'a pas besoin de les ressaisir, et donc il peut continuer son petit bonhomme de chemin à l'intérieur de la démarche là où il l'a arrêté précédemment. Donc autre élément important, bien évidemment, je peux prévoir d'alimenter les champs de la démarche avec des informations que je reprends dans le compte du bénéficiaire, ici Laurent, donc son nom et son prénom typiquement, mais aussi dans le compte du demandeur, donc la personne qui fait la démarche. Et par exemple, là, j'ai repris l'adresse sur le compte du demandeur, parce que s'agissant des enfants, en général, c'est le parent qui a l'adresse. À la sortie d'une démarche, donc dans une démarche, je gère toute une collection en fait de champs possibles, c'est-à-dire que quand je vais construire une démarche, je vais pouvoir avoir des champs civilité comme celui-ci pour déclarer une personne, des champs adresse structurés comme ça avec le pays, le code postal, etc. Des champs liste de valeurs, mais je vais pouvoir aussi avoir des champs email qui vont être contrôlés sur le format pour qu'on soit sûr que l'usager a bien saisi un email, des champs fichiers, des champs numéro sirène, des champs numéro INSEE. Donc j'ai une panoplie finalement de champs prédéfinis que je peux proposer intégrer dans mon formulaire en définissant à chaque fois les paramètres. Ici, la situation, le champ situation, quand j'ai créé le formulaire, j'ai défini que j'aurais 3 situations possibles, cas A, cas B, cas C, bien évidemment. Ces champs sont ces valeurs sont à la main de la personne qui crée le formulaire, le cas échéant, donc au sein de la collectivité. Alors, je peux m'appuyer sur des champs de type liste de valeurs pour orienter l'usager à la sortie d'une étape. C'est-à-dire que là, j'ai indiqué que j'étais dans le cas A. Je peux l'orienter vers une étape
qui n'a d'intérêt que s'il est dans la situation A. Si j'étais dans la situation B, donc mon usager est dans le cas B, à ce moment-là, je vais l'orienter vers une étape qui est pertinente s'il est dans la situation B. Cela me permet, par rapport au CERFA papier classique, ça me permet d'éviter le problème des cadres qu'on remplit pas, avec écrit si vous êtes dans telle situation, remplissez le cadre 2, si vous êtes dans telle situation, remplissez le cadre 5, etc. Donc là, on accompagne l'usager pour qu'il n'ait pas à faire ce choix et qu'on l'oriente directement en fonction de sa situation. Donc, on lui propose de déclarer sa couleur préférée. On peut bien évidemment lui ouvrir un champ complémentaire si les circonstances l'exigent finalement. On va lui proposer. Donc là, on est revenu à une étape commune finalement qui va remplir dans tous les cas. Donc, on va lui proposer ici de fournir un fichier. Alors, les fichiers, on va pouvoir contrôler. Donc toujours dans les options des champs, là sur les fichiers, on va pouvoir contrôler la taille, le format, etc. qu'on permet à l'usager de fournir. Et puis, on va pouvoir proposer à l'usager soit d'aller le chercher sur son poste de travail. Donc je peux aller chercher un fichier via l'explorateur sur mon poste de travail, soit d'aller le chercher dans son porte-document. Alors le porte-document, c'est en fait un petit espace réservé pour que l'usager y dépose les documents qu'il utilise fréquemment, et en fait ces documents à lui ou ceux de ses bénéficiaires. Donc voilà, pour Mathieu Lévi-Strauss, j'ai une attestation de cantine, pour Laurent Lévi-Strauss, je sais pas quoi, un bail. Donc dans le porte-document de mes bénéficiaires, j'ai des documents dont donc par exemple la mère de Laurent pourra aussi avoir besoin pour ses démarches, alors que dans mon porte-document à moi, j'ai des documents que je suis seule à pouvoir utiliser. Alors il faut que je récupère mon brouillon qui était là, voilà. Donc je vais choisir un document depuis le porte-document, donc soit le mien, soit celui de Laurent. Allez, on va le prendre là. Et puis je peux éventuellement faire boucler cette étape. Donc parmi les possibilités que j'ai pour gérer, on va dire la construction du formulaire, j'ai la possibilité de poser une question à l'usager pour répéter l'étape si nécessaire. Voilà, on va continuer. On va continuer la démarche. On arrive sur un écran de résumé avec un petit message qu'on peut là aussi adresser à l'usager, et puis le récapitulatif de l'ensemble des éléments qu'il a saisis, de façon à ce qu'il puisse les relire et, le cas échéant, les modifier. Donc il peut revenir sur n'importe quelle étape, modifier l'élément qui ne convient pas, et puis s'il enregistre, il sera ramené à l'étape de validation. Alors s'il est satisfait, il peut valider, et on va retrouver cette démarche en back-office. Voilà, la démarche. Voilà, donc il a un petit message qui est là aussi géré en administration fonctionnelle. Il reçoit une notification une confirmation de dépôt, et il accède à un récépissé PDF que voici. Donc il accède à un document qui reprend là aussi l'intégralité des éléments qu'il a fournis, de façon à lui servir de preuve de dépôt si nécessaire. Alors, côté back-office, donc le back-office, j'ai un agent qui s'appelle Jean Agent et qui est connecté sur un service qui est le service 1. Alors là aussi, vous excuserez le caractère très générique de la démonstration. Donc mon agent, il est connecté sur ce service, ça veut dire qu'il va voir les dossiers qui vont être adressés spécifiquement à ce service. Et en fait, lorsqu'on publie une démarche sur le portail, on gère ce qu'on appelle le routage, c'est-à-dire le fait d'adresser la démarche à tel ou tel service de l'organisation en back-office. Donc l'agent agent, il est connecté sur service 1, il va recevoir les demandes du type de celle que j'ai faite. Et si j'avais un pôle chef connecté sur un service 2, lui ne verrait pas ces demandes, il en verrait éventuellement d'autres qui seraient routées vers son service. Alors, Jean Agent, il dispose classiquement dans le paramétrage de base finalement, il dispose d'une bannette où il voit les dossiers du service, et puis il va disposer également d'une bannette où il verra les dossiers qui lui sont affectés, donc les dossiers qu'il est appelé à traiter personnellement.
parce que ils lui sont, leur traitement lui est attribué. Donc, il est dans la banette des dossiers du service, on a l'ensemble des demandes qui ont été soumises au service et qui ne sont pas encore traitées, donc qui ne sont pas encore clôturées, et elles sont présentées par ordre chronologique inverse, donc les dernières au-dessus, et puis les demandes pas encore ouvertes en gras pour faciliter la visibilité. Alors, à quoi accède l'agent sur cette demande? Eh bien, déjà, première chose, il va accéder évidemment au récépissé, donc au document recensant les éléments saisis par l'usager. Il va accéder également aux pièces jointes qu'il va pouvoir visualiser à travers ce petit module de visualisation, et qui va pouvoir, donc les pièces jointes, le récépissé des pièces jointes, ils sont là, hein, il peut les télécharger sur son poste. Il peut éventuellement faire un seul PDF avec tous ces éléments pour l'imprimer en une seule fois, au cas où il serait les mœurs de l'organisation le conduiraient à devoir imprimer. Et puis il peut télécharger une archive avec tous les documents de la démarche. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre dans la démarche? Donc, il a les informations du demandeur. Il va accéder à la fiche du demandeur, le cas échéant. Donc, s'il clique sur Laurent ou s'il clique sur Claude, donc voilà, il a la fiche de Claude, là en l'occurrence, avec les informations qu'on connaît sur lui, et avec également les relations, donc qu'on voyait tout à l'heure côté portail, sa relation avec Alba Management, Centre de Danse, je sais plus quoi, Laurent, Mathieu, etc. Toutes ces relations sont ici. On va pouvoir voir quelles sont les demandes qui ont été acheminées au service de la part de cet usager. On va pouvoir voir également eh bien quels sont éventuellement l'historique de ses dernières connexions, des choses comme ça, la possibilité de réinitialiser son mot de passe si l'usager est perdu, et ainsi de suite. Donc cette notion de gestion de la relation citoyen, s'appuyant sur une vision un petit peu générale du citoyen, elle s'appuie notamment sur cette fiche à laquelle sont reliées toutes les demandes déposées par le citoyen en question. Sur la fiche de la démarche, et pour permettre l'instruction de la démarche, on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir être gérés. On va pouvoir par exemple prévoir d'ajouter ce qu'on appelle des tâches. Alors une tâche, c'est un petit rappel en quelque sorte, un petit élément qui indique les éléments les actions qu'il convient de mener sur la demande en question. Donc là, sur cette tâche-là, ce type de demande, on a prévu certes que le service 1 devait les traiter, et on a même prévu que c'était spécifiquement Jean Agent qui devait les traiter, et par contre, on a prévu aussi qu'il y avait un service 2 qui devait vérifier les demandes en question. Donc à un moment ou à un autre, mon service 2, il est destinataire du coup de la demande, je le vois dans les destinataires internes, hein, il a été également mis en destinataire de la demande. À un moment ou à un autre, il va clôturer la tâche qu'il aura réalisée, et je verrai, moi, depuis le service 1, que cette tâche, elle a été traitée. Donc, ce qui permet de gérer évidemment un certain nombre de coopérations ou de to-do list finalement, simplement, hein, sur les demandes. Ce qui est important, c'est qu'on a la possibilité d'échanger avec. Alors, on va avoir la possibilité de réorienter la demande dans l'organisation. Là, je me suis connectée avec un agent. En général, ce sont des secrétaires, des assistantes qui assument plutôt cette fonction de reroutage, le cas échéant, ou de rediffusion des démarches. Donc l'agent n'a pas les boutons correspondants, mais si nécessaire, avec le bon profil, j'ai les boutons pour rediffuser ou retransférer la démarche à l'intérieur de l'organisation. Par contre, mon agent, lui, ce qu'il va pouvoir faire, c'est échanger avec l'usager et lui répondre. Donc, dans un premier temps, par exemple, si je souhaite indiquer à l'usager qu'il me manque une pièce, je vais pouvoir ajouter un commentaire et puis modifier le statut de la demande pour générer donc une notification au demandeur et changer le statut qu'il voit lui de son côté.
moi, de mon côté, je sais, donc par exemple dans les listes, je vois que mon dossier est en attente d'informations complémentaires. Et puis, du côté de mon demandeur, j'ai une nouvelle notification. Donc, j'ai reçu un mail, j'ai une nouvelle notification, et sur la demande, je vais accéder aux commentaires du service qui me sollicite en me disant « il manque une pièce ». Je vais avoir la possibilité de répondre avec un commentaire. Et je vais donc évidemment ajouter un fichier tant qu'à faire. Qu'est-ce que j'avais mis? Je vais mettre le bail, hop. Et donc je vais soumettre cette petite démarche complémentaire finalement. Du côté du back-office, mon agent reçoit la pièce complémentaire à l'intérieur du dossier. Et donc il a également la trace des échanges avec l'usager, donc le commentaire qu'il a mis lui, et puis le commentaire de l'usager indiquant le titre de la pièce qu'il a jointe. Donc j'ai ainsi la possibilité de retrouver finalement, de suivre l'historique de ce qui a été ajouté par l'usager sur la démarche. J'ai également la possibilité, si nécessaire, de dire à mon usager il faut modifier un élément de la démarche. Je vais le faire quand même. Donc je peux lui dire vous êtes trompé. Alors bien sûr on y met les formes autrement, hein, évidemment. À ce moment-là, mon usager, donc il va toujours avoir une nouvelle notification, mais cette fois-ci, il va avoir la possibilité de modifier, c'est-à-dire de réouvrir sa démarche au stade de la validation, de modifier, par exemple, voilà, ça va être madame à la place de monsieur, et puis de revalider, et on va générer en fait, donc côté back-office, le récépissé de la démarche est modifié en conséquence. Donc c'est bien maintenant madame à la place de monsieur. Donc le portail me permet d'échanger avec l'usager pour mettre sa demande en état. Il me permet de lui adresser l'accusé réception de dossier complet finalement, une fois que ce dossier justement est en état. Donc voilà, j'ai un modèle d'accusé réception de dossier complet. Les accusés réception, ils sont gérés au niveau de la collectivité, hein, il n'y a aucune restriction là-dessus. Et à partir de champ de fusion, en fait, il récupère les infos nécessaires dans le dossier pour personnaliser la réponse qui est faite à l'usager. Donc voilà, je peux lui envoyer son accusé réception. Je vais enfin pouvoir lui envoyer une réponse par courrier signée, si nécessaire. Donc j'ai beaucoup de possibilités de réponses disponibles. Donc je vais pouvoir créer un circuit de validation et permettre à ajouter un document d'après un modèle que je gère là aussi au niveau de l'administration fonctionnelle. Donc là, j'ai créé un circuit de validation. J'ai dit c'est la direction A qui doit valider mon courrier. Je vais enregistrer le projet que j'ai créé. Il n'est pas encore soumis à validation et je peux visualiser en fait mon modèle avec les informations fusionnées en quelque sorte, c'est-à-dire avec les informations que j'ai reprises du demandeur. Donc ils sont son nom, son adresse, etc. Je pourrais modifier le document. Comme en général, évidemment, le corps du document, lui, il n'est pas rempli. Donc je vais pouvoir modifier le corps du document directement sur le serveur, donc en l'ouvrant dans Word. Pardon, on y va. De préférence en supprimant les champs de fusion avant, parce que sinon c'est un petit peu rébarbatif à observer. Voilà, donc j'ai fusionné mon document et puis j'ai décidé que la modification, ça consisterait à passer le nom en jaune. Voilà, j'enregistre mes modifications et les modifications sont bien prises en compte de fait sur le serveur. Je vais ensuite pouvoir soumettre à validation et mon document va parcourir le circuit de validation et être, une fois validé, mis à disposition de l'usager sur le portail. Donc j'ai donc mis mon courrier en validation, je vais le soumettre à validation, ce qui veut dire que moi je ne peux plus agir dessus. Et en fait, c'est mon chef de service
qui va devoir prendre en charge ce courrier. Alors, Jean Agence, je crois que c'est Jean Chef qui s'appelle, le chef. Mon chef de service, donc lui, quand il va se connecter, il va avoir, contrairement à Jean Agent tout à l'heure qui n'avait pas de parapheur parce que justement il n'est pas appelé à viser ou à valider les courriers. Donc lui, il va avoir des parapheurs avec les courriers qu'on lui demande de signer. Et donc notamment la réponse à la demande de Laurent Lévi-Strauss. Donc il va pouvoir l'ouvrir, consulter le document, vérifier que ça lui convient, éventuellement la renvoyer à Jean Agent en lui disant ça ne convient pas. Ou bien, s'il est satisfait, je vérifie juste l'identité du signataire suivant, voilà, du signataire final, pardon. Donc, s'il est satisfait, il va le transmettre pour le coup à la direction A, donc qui est le service au-dessus. Quand le dossier se promène en quelque sorte dans le circuit de validation, il est visible dans une liste de projets de courrier en cours de validation, de façon à ce que je sache. Donc, il est passé par chez moi en dernier. Et c'est un courrier rédigé par donc Jean Agent, et il se trouve maintenant au niveau de la direction A. Donc ceci pour me permettre typiquement de relancer la direction A si jamais je ne vois pas avancer mon projet de courrier. Alors, le directeur de la direction A est la personne qui va finaliser en l'occurrence ce courrier. Donc comme c'est le directeur, il y a plein de choses qu'il ne fait pas lui-même. Donc, par exemple, il ne fait pas de nouveaux courriers lui-même, ce qui explique qu'il est un ensemble de bannettes plus limité que ses collègues des services. Donc, il retombe sur le courrier qu'on a vu tout à l'heure. Il est en mesure de le valider, d'apposer sa signature. Voilà, donc le courrier est reparti et on va le revoir. Bon, le directeur peut bien entendu le retrouver, mais on va le revoir directement du côté de Jean Agent, qui est la personne qui est chargée de le mettre à disposition. Donc, on prévoit que il y a une action pour le mettre à disposition de l'usager. On pourrait également prévoir qu'il soit directement mis à disposition de l'usager des signatures sans contrôle. Là, en l'occurrence, on prévoit de repasser par l'usager, par l'auteur finalement pour le renvoyer. Ah, j'avais une image de signature vide, je ne l'ai pas apposée. Tant pis pour la démonstration. Du coup, en tout cas, j'ai récupéré mon courrier signé et je vais pouvoir le marquer comme expédié, c'est-à-dire indiquer qu'il est bon à pousser sur le portail à destination de mon usager. Donc, côté usager, j'ai à nouveau une notification sur le portail, j'ai à nouveau une notification mail, bien évidemment, et voilà, j'ai mon courrier qui est mis à disposition de l'usager et ma demande qui est passée au statut traité, puisque le circuit a été mené à terme. Donc, dans les demandes de l'usager, dans les demandes en cours, cette demande ne figure plus, elle est passée à traiter. Et elle est en quelque sorte archivée. Voilà pour le tour d'horizon finalement du cycle de vie de la demande au niveau, depuis l'usager, en passant par les services et jusqu'à la réponse à l'usager. Et je rends la main pour le coup. Je rends la main à Raphaël s'il peut partager sa dernière diapo. Tu veux que je la projette, Raphaël? Alors, je suis vraiment navré, hein, j'ai pas pu participer au début. Problème de périphérique, de son, bon bref. Me voilà. Merci Caroline pour avoir présenté. Alors, j'ai pas assisté vraiment au début. Je pense que tu as mis en avant Ephalia, l'expertise d'Ephalia, les solutions proposées par le groupe également. Parfaitement. C'est ce que j'ai fait. Donc là, la dernière slide, c'est vraiment pour illustrer finalement la présentation. On est bien sûr sur un front et un back-office comme Caroline a pu vous le montrer. Bien, pour l'usager, hein, vous l'avez bien compris, hein, c'est de permettre finalement un guichet technique, hein, que soit sa démarche, si la personne est multi-demandeur, il a un compte avec bien sûr la possibilité de plusieurs types de téléservices.
c'est bien sûr qu'il puisse suivre l'avancement de ces demandes en ligne à travers effectivement des informations qui lui sont remontées à travers le bac et qui lui sont accessibles depuis le front, depuis son espace. C'est bien sûr la possibilité de pouvoir avoir un espace documentaire complètement sécurisé. Je tiens à mettre en avant le fait que Citizen est peut-être la seule solution du marché à proposer finalement une sécurité haute des données que vous stockez dans l'outil. C'est un outil qui est agréé donc, par l'Agence nationale de sécurité des données, l'ANSSI. Un point important, donc la sécurité de vos données, la prise de rendez-vous également pour l'usager, la possibilité pour lui de très vite accéder à des calendriers que vous gérez, bien sûr, et avec des plages horaires finalement qui sont proposées à l'usager. Pour l'agent, c'est de lui proposer une interface avec la possibilité, à travers ce back-office, de pouvoir mettre des workflows, en tout cas de pouvoir construire des workflows à partir de processus établis, de pouvoir tout suivre à travers ce back-office. On a eu une question d'Angélique Lagoutte qui, à un moment, se demandait finalement est-ce qu'à un moment, le bac ne peut pas remplacer un outil métier? Donc, la réponse est oui et non. Il y a certains outils métiers qui sont clairement irremplaçables, où on propose, nous, vraiment des outils de workflow pour, à un moment, suivre instruire et évaluer, on va dire, tout type de demande. Pour autant, ça reste quand même un outil générique. Dès qu'on a une approche qui est très métier, là, bien sûr, on va vous orienter vers votre système d'information avec, bien sûr, la possibilité de s'interfacer à votre système d'information pour, à un moment, être en mesure de synchroniser des données qui viendraient de votre SI, qui seraient intégrées dans le back-office et qu'on remonterait à l'usager. Voilà. Pour être peut-être 2 mots, Raphaël, pour compléter sur ce point, on va pouvoir gérer en fait processus par processus. On va pouvoir se substituer à des applications métiers, on va dire un peu simplettes. Enfin voilà, des choses pas trop compliquées. Donc on va gérer processus par processus. À la faveur de petits projets qui vont nous prendre quelques jours. Enfin, ça va être des petits projets relativement limités pour mettre en place des processus dédiés, par exemple à la gestion des inscriptions au stage de sport d'été. Donc il y a l'usager fait une demande, ça concerne 10 créneaux, il faut répondre séparément sur chaque créneau. C'est un service séparé qui répond sur chaque créneau, etc. Donc il y a un petit peu de process, il y a un petit peu d'automatisation à mettre autour de tout ça, et donc on va le proposer finalement processus par processus quand c'est nécessaire. Là où on ne va pas aller aussi loin, c'est sur les applications qui nécessitent, par exemple, de constituer une base et de réaliser des calculs. Typiquement, je pense à tout ce qui est gestion de subventions, avec des calculs d'assiettes, des choses comme ça. Tant que c'est l'aide au vélo électrique du conseil départemental du Gers, à 250 € par vélo, ça va aller. Par contre, on ne va pas se substituer à la DGFiP pour les déclarations d'impôts. Donc cette précision est importante, mais voilà, effectivement, sur certaines applications, on peut effectivement servir du bac pour instruire et évaluer les demandes. Et donc les avantages et les bénéfices de la direction, c'est de pouvoir, à travers une GRC, une GRU transverse, piloter l'activité, on va dire, des demandes entrantes, que ce soit donc des correspondances. Je ne sais pas si tu l'as mis en avant, mais l'application peut faire office de GEC, gestion électronique de courrier, comme elle peut. J'ai pas eu le temps. Également capter des flux qui viennent de téléservices. Donc, de pouvoir tout centraliser, de pouvoir orienter les demandes vers différents services et de pouvoir également extraire de la donnée depuis cette application pour réaliser des stats à travers des univers notamment. Donc voilà, c'est vraiment assez riche comme information qu'on va bien sûr pouvoir exploiter et qu'on va bien sûr pouvoir gérer. Donc voilà, les 3 bénéfices pour les usagers, pour l'agent, pour des cadres, on va dire, qui vont être chargés également de superviser l'activité autour de cet outil. Voilà ce qu'on peut mettre en avant autour de cet objet GRC. Donc on a effectivement des questions. J'imagine bien. Alors j'avais répondu que pendant que tu disais un Citizen ne peut pas remplacer un IODAS dans le cadre de l'action sociale. Mais la question peut se poser, oui, je vous le confirme, sur certaines.
Avez-vous déjà interfacé votre GRC avec, par exemple, une application de gestion des inscriptions scolaires et périscolaires? Caroline. Interfaçage sur la gestion des applications scolaires, je pense qu'on ne l'a pas fait en tant que tel. On a fait de l'inscription à la cantine, la fiche, tout ce qui est de la fiche navette, etc. Mais donc on n'a pas encore dû le faire. Cela dit, l'interface n'est jamais qu'un sujet d'ouverture de part et d'autre. Citizen est ouvert. Après, la seule condition pour nous, c'est que l'application d'en face le soit également. C'est-à-dire qu'elle permette, en fait, on pourrait vous envoyer une s'interface. liste assez exhaustive des connecteurs qu'on a pu vous adresser. N'hésitez pas à envoyer un mail, Monsieur Murat, hein, pour qu'on vous transmette tout ça. Votre GRC est-elle proposée en mode on-premise? Oui. On vous la propose en SaaS ou on-premise. Hein. Il y a vraiment deux tarifications, on va dire. Ah, on t'entend plus, Raphaël. Aïe, ça va mieux, non? Ah, ça y est, c'est bon, tu es revenu. C'est bon, c'est bon. J'ai eu peur. Donc voilà, deux offres, hein, SaaS ou on-premise, hein, au choix. Avec une particularité autour du SaaS, on peut vous proposer un espace commun avec l'ensemble des clients qui utilisent, on va dire, le SaaS Citizen. Vous proposez une offre dédiée avec un SaaS qui vous est dédié, notamment quand il s'agit de gérer de la donnée de santé ou quand vous souhaitez réaliser des interfaces qui nécessitent, on va dire, une instance qui vous est dédiée. Voilà, on peut envisager d'avoir une offre SaaS à plusieurs étages, on va dire. Et existe-t-il une connexion avec Yodas? On est en train de la développer. Alors, vous savez que les modules de Yodas sont assez différents, hein, de la MDPH à l'AEG. L'idée, c'est effectivement de très vite, hein, pour deux départements, le département 70 et le département 34, de pouvoir établir ce lien sur le projet GRC MDPH. Donc oui, c'est en cours. On a déjà travaillé avec l'outil concurrent, hein, Yodas, qui est Solis, et avec qui, effectivement, là aussi, on est en phase de passer en production le formulaire MDPH qui intègre le SI Solis et demain Yodas. Y a-t-il un module de gestion des rendez-vous intégré? La réponse est oui. Caroline ne l'a peut-être pas mis en avant, mais voilà, on est capable de proposer des calendriers et à travers ces calendriers, finalement, des plages horaires disponibles que vous allez bien sûr gérer et que vous allez pouvoir proposer, on va dire, aux usagers. Hein, et bien sûr, ce calendrier, on y accède à travers le front office. En tout cas, l'usager y accède à travers le front office. Il est alerté par un mail, hein, ou un texto, justement, une journée, tout ça, ça se règle, bien sûr, pour rappeler effectivement le rendez-vous pris avec tel ou tel service. Y a-t-il un module de base de connaissances? Base de connaissances. Un module 2? Je ne sais pas comment il faut interpréter cela. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de wiki, en fait, si c'est ça le sujet. Il n'y a pas de module wiki. Il nous est arrivé chez certains clients de proposer, en fait, de construire un type de dossier réservé à l'interne et consultable par tout le monde à l'interne et indexé par une arborescence thématique, de façon à pouvoir proposer des fiches, en fait, accessibles à tous les utilisateurs du back-office, donc à tous les agents de la collectivité qui ont un compte sur le back-office. Voilà, leur proposer des fiches qu'on puisse rechercher avec une arborescence thématique. Mais c'est pas vraiment l'équivalent d'un wiki, et notamment en termes de possibilités collaboratives. Voilà, oui, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez des... Alors, on a bien sûr mis en avant, sans doute, à travers les précédents slides, nous proposions des téléservices, on va dire, prêts à l'emploi. Vous avez d'ailleurs, hein, depuis le site internet de Citizen, un accès à ces téléservices. Et quelle que soit votre organisation, que vous soyez une mairie, une Comcom, une agglo, un département, une région, un ministère, vous retrouvez effectivement une pléiade de téléservices prêts à l'emploi. L'enfer dans les détails, il y a toujours besoin de l'affiner, hein, par rapport à votre problématique, mais en tout cas, on est capable de
partir d'une base relativement concrète et pouvoir l'intégrer très vite dans votre front office. Voilà. Question a priori. Ah. Yodas, c'est une connexion par l'outil de back-office de GRU de Yodas ou directement dans Yodas? Très bonne question. Vous devez peut-être parler de HDRM. Effectivement, là, je ne sais pas vous dire, mais pour moi, c'est une connexion vers Yodas. Alors, ce qu'a décidé la CNSA, notamment pour la GED MDPH, pour la GRC MDPH, je vais y arriver, c'est que le SI ouvre finalement, propose un point d'entrée pour intégrer les données du SI, les données saisies par l'usager, les intégrer dans Yodas. Effectivement, ce qu'on a compris, c'était que GFI proposait justement un point d'entrée qui était leur GRU. Ça reste à confirmer, et ce qui nécessiterait pour nos clients, et c'est là où effectivement on trouve que c'est pas forcément normal, c'est d'acquérir à la fois la GRU de Yodas et potentiellement la GRU effectivement qui est proposée par une autre société à l'image des Falia. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Angélique? Oui, ben voilà, vous le confirmez. Donc, voilà, ils mettent effectivement en avant le fait que leur point d'entrée, c'est PCRM, ce qui pour moi est quand même un peu aberrant. Voilà. On n'a pas ce même niveau avec des outils comme Genesis ou Solis. Donc voilà, ça étonne beaucoup de clients, Angélique, je tiens à vous le préciser. N'hésitez pas à leur remonter également. Ouais, d'accord, très bien. C'est bon à savoir. Écoutez, on prend de l'information. Il y avait la question de l'injection en GED, la question générale de l'injection en GED peut-être aussi, Raphaël? Non, à moins que je vois dans les questions qui étaient posées. Arpège, d'accord, oui, alors effectivement. Oui. La question, Raphaël, c'était les documents qui sont ajoutés au dossier par l'usager peuvent être transférés automatiquement dans notre GED. Pour moi, j'avais sauté cette question, donc la réponse est oui. Bien évidemment, on a travaillé sur une interface qui consiste à déverser finalement les flux numérisés, photocopiés ou plutôt pris en photo par le bénéficiaire. Le tout, bien sûr, intègre la GED de manière automatique. Ce qu'on est capable de faire, c'est préparer un pli à partir des données qu'on a captées depuis Citizen, d'y intégrer finalement des codes barres fictifs, des codes barres bien sûr qui viennent de la librairie multigeste, et au moment où on vient les déposer dans le dossier de l'usager, automatiquement il y a un découpage qui se fait et qui permet de redécouper automatiquement, on va dire, le pli avec le formulaire, la fiche de ressources, le certificat, la pièce d'identité et autres documents, et ça vient s'intégrer automatiquement dans le dossier et dans les bonnes rubriques du plan. Donc oui, et on va bien sûr être en mesure de restituer des documents. Typiquement, dans le cadre du social, dans les départements, l'éditique de votre outil métier intègre la GED, on va être capable de pousser des courriers, des décisions de la GED vers la GRC GRU quand il s'agit effectivement de transmettre une décision à partir du front office. Voilà, Monsieur Murat de Besançon, il me semble, nous confirme que voilà, il n'y a pas de GFI, bien sûr, on le sait bien. Arpège propose a priori, d'accord, un point d'entrée qui est leur GRC. Ok, c'est bon à savoir. Et inversement, si on doit envoyer une notification à l'usager, eh bien justement, oui, c'est ce que je vous indiquais, Angélique, c'est que si vous intégrez depuis Yodas ou depuis vous pouvez bien sûr intégrer des courriers dans la GED et nous, on se charge effectivement de les pousser vers la GRC GRU Citizen. Avec SharePoint, avec SharePoint, Caroline, au niveau des échanges qu'il peut y avoir entre Citizen et SharePoint.
On a peu d'expérience avec SharePoint. Et on a un peu d'expérience avec SharePoint et assez peu d'orientation. Enfin, l'orientation collaborative dans Citizen est assez limitée finalement. Donc parce qu'on est vraiment plus sur des prises en charge séquentielles finalement, ou bien des gestions simultanées de tâches sur un dossier, mais pas forcément de modification simultanée d'un document. Donc on n'est pas forcément dans la même logique aujourd'hui que les usages de SharePoint, quoi. Bon, après, s'il s'agit dans une logique de GED, d'injecter des choses dans SharePoint et de revenir les chercher pour les consulter, soit dans Citizen, soit via le portail côté usager, c'est des choses qui peuvent se construire de la même façon que ça a été construit avec la GED Multigest, hein, mais qui ne sont pas encore y a-t-il un module de paiement? La réponse est oui. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, qui fonctionne avec Payline et Paybox. Et donc bon, le cas échéant, d'autres opérateurs. Il y a, je crois qu'il y a Tipeee également en cours de réalisation. Et puis d'autres opérateurs peuvent être pris en charge si nécessaire. Je crois que nous avons fait le tour des questions. Je vous remercie, Raphaël, Caroline. Pour les participants. Ah oui, pardon. Je peux me permettre juste de terminer. Non, juste préciser, donc, il me paraît important de mettre en avant. Donc, c'est qu'on est bien sûr disponible pour vous présenter l'application un peu plus en avant sur la base de problématiques finalement remontées. Typiquement, on a effectivement dans le cadre des départements, vraiment une application à vous montrer autour du social, mais pas que. On propose également de montrer des téléservices liés aux subventions. On a eu une année avec notamment le 34, au département 34, on va dire, développé quelques téléservices qui pourraient intéresser bien d'autres départements. Les agglos, les Comcom, les ministères, là aussi, on est orienté, on va dire, une présentation en fonction, bien sûr, de vos métiers. On a également une offre qui est packagée avec vraiment une expertise qui est reconnue. Donc, on se propose de vous accompagner de manière importante, on va dire, au départ pour déployer la solution, hein, si vous souhaitez l'acquérir, la paramétrer, vous aider à développer, on va dire, des premiers téléservices. Donc, il y a vraiment un accompagnement fort des FALIA et une expertise qui est vraiment, pour le coup, reconnue. Notre offre, a priori, se veut assez économique. Je tiens à le préciser. Ce sera bien sûr à vous d'en juger. Mais voilà, on est sur un outil qui, en termes de coût, est relativement accessible. Vous pouvez y aller, bien sûr, en plus, pas à pas. Il vous empêche d'acquérir une licence site, mais vous pouvez y aller domaine par domaine, téléservice par téléservice, agent par agent. On a une notion, effectivement, de licence socle et puis ensuite des licences utilisateurs. Voilà. Très vite, on est capable de travailler avec vous sur un premier niveau d'expertise avant-vente, pour transmettre effectivement une offre technique également, travailler sur des POC. C'est vraiment des choses qu'on fait tous les jours, donc n'hésitez surtout pas à nous remonter et on saura bien sûr les traiter dans cette phase de vente et bien sûr de vente et puis de réalisation de projet. Non, mais je ne voulais pas te couper la parole, c'est juste que il n'y avait pas de son à ce moment-là, donc je me suis dit c'est mon tour. Il y a une dernière question, Raphaël. Peut-on avoir une idée de l'ordre de grandeur du tarif? Je crois que tu viens d'y répondre un petit peu. C'est variable. C'est très variable parce que le SaaS n'a rien à voir avec l'on-premise. Je vais quand même me lancer. Je viens de transmettre par exemple une offre à la MDPH de La Réunion avec un téléservice et des prestations de mise en œuvre en mode acquisition, licence et prestations. On est sur une enveloppe à peu près de 30 000 € pour gérer une problématique qui est la gestion de la MDPH. Je vais être également transparent sur un projet comme le CD34. Il avait vraiment une dimension de licence site, avec des services qui concernent le social, mais également les demandes d'éducation, les demandes des collèges, les demandes de transport, etc., etc. On est sur une offre d'accompagnement
et de licences et d'accompagnement, toujours en on-premise, qui va s'établir entre 250 et 300 000 euros. Mais on est sur 2 à 3 ans, on va dire, de projets sur lesquels on les accompagne vraiment en profondeur. Donc voilà, c'est 30 000 euros, on va dire, le billet d'entrée pour un premier téléservice département, Angélique, et ça peut aller jusqu'à des montants de 250 300 000 euros pour une GRC GRU transverse. Voilà. On aurait une autre approche avec les petites mairies, les agglos également. La tarification est un peu différente, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Donc voilà, mais voilà, on essaie d'être transparent et de vous donner un peu des données là, en tout cas telles que je vous les ai transmises. Eh bien, écoute, très bien. Voilà. Merci Raphaël, merci Caroline pour cette démonstration. Merci à tous les participants. N'hésitez pas à poser des questions complémentaires si besoin, soit via l'adresse contact@efalia.com, je transmettrai à qui de droit. Et puis, si vous avez besoin de voir le replay ou le transmettre, nous vous le ferons parvenir d'ici quelques jours. Merci à vous et désolé encore pour mon absence là. Merci beaucoup Caroline et merci Bonne journée. Au revoir. Merci. À très bientôt.